Maintenant, dernier repas et dernière parole. Couloir de la mort. La nuit était. S'était abattu sur le Texas, et le silence a. L'extérieur de la prison n'était interrompu que par le murmure des journalistes et des curieux qui attendaient des nouvelles. Il y avait dans l'air une tension qui semblait dépasser les barreaux. Comme si tout le monde savait que dans quelques minutes, quelque chose d'irréversible allait se produire. Le nom qui résonnait était celui de John Henry Ramirez. Un homme qui, après avoir passé près de 2 décennies passées dans le couloir de la mort, était sur le point d'affronter sa fin. Mais avant d'entrer dans les détails effrayants de ses dernières heures, de son dernier repas et les mots qu'il a choisis, de laisser graver à jamais, il est nécessaire de s'arrêter et de regarder le contexte. Qui était cet homme? Quel crime l'a conduit ici? Et pourquoi? Son exécution a-t-elle fait la une des journaux? Qui a traversé les frontières? L'histoire commence en 2004 dans la ville de Corpus Christi, au Texas. Un crime brutal a bouleversé la communauté. La mort de Pablo Castro, employé de magasin, père de 9 enfants, attaqué avec une férocité que personne ne pouvait oublier. Les responsables étaient un groupe de jeunes, dont Henry Ramirez, qui, alors âgé d'à peine 20 ans, armé d'un couteau, il l'a poignardé plus de 20 fois lors d'un vol. La scène était si choquante que la justice n'a pas tardé à le désigner comme le principal coupable. À partir de ce moment, il a commencé un sombre voyage. Sombre vers le couloir de la mort. Un voyage qui allait durer près de 20 ans, marqué par des appels, des procès, retards et même des batailles juridiques qui ont été portées devant la Cour suprême des États-Unis. Mais ce qui tenait tout le monde en haleine, ce soir-là, ce n'était plus le crime ni les pages interminables du dossier. Ce que tout le monde voulait savoir, c'était ce que Ramirez allait dire dans ses dernières secondes de vie. Quel avait été son dernier repas? Ce rituel chargé de symbolisme qui semble presque macabre. Et comment se déroule réellement une exécution dans les couloirs glacés du couloir de la mort? Alors que les aiguilles de l'horloge avançaient, chaque détail prenait une importance particulière. À partir du moment où la porte métallique qui le séparait du couloir menant à la salle d'exécution, jusqu'au croisement des regards avec les gardes qui l'avaient surveillé pendant ans, Ramirez n'était plus un prisonnier. N'importe quel prisonnier. C'était un homme qui marchait vers son dernier souffle. Mais la question la plus troublante était encore dans l'air. Était-il repentant? Le couloir de la n'est pas un endroit. N'importe quel endroit. C'est le plus actif de tous les États-Unis, avec un nombre d'exécutions qui effraie même ceux qui défendent la peine capitale. Là-bas, les cellules sont étroites, les jours se répètent avec une monotonie insupportable. L'attente devient une torture mentale. Chaque détenu sait que tôt ou tard, son nom apparaîtra sur le calendrier, et que cette nuit-là, le calendrier était celui de John Henry Ramirez. Ce qui est curieux est que son cas avait attiré l'attention, même de ceux qui regardent rarement les informations sur les exécutions. Pourquoi? Parce que Ramirez s'est battu jusqu'au bout pour un droit inhabituel, celui de mourir, en compagnie de son pasteur, avec la possibilité que celui-ci lui pose la main sur l'épaule et de prier à toute voix, tandis que l'injection létale parcourait ses veines. Le débat est arrivé jusqu'à la Cour suprême, qui lui a finalement accordé l'autorisation. Un détail qui a fait de son exécution un événement, suivi de près par la presse internationale. Mais revenons au point le plus morbide et en même temps le plus humain, son dernier repas. Dans le couloir de la mort, ce moment est souvent révélateur. Certains commandent des plats extravagants, des montagnes de nourriture, impossibles à finir. D'autres optent pour la simplicité, comme un morceau de pain ou une boisson gazeuse. Ce que choisit le condamné en dit long sur ce qui reste de son esprit. Et Ramirez n'a pas fait exception. Son choix était révélateur, à tel point qu'aujourd'hui encore, beaucoup discutent de la signification derrière ce choix. Cependant,
Dans la salle d'attente voisine, les proches de la victime et les témoins officiels attendaient. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Que ressent-on? Regardez dans les yeux l'homme qui a ôté la vie à votre père. Que ressent-on? Ressent-on lorsqu'on attend depuis près de 20 ans de voir arriver ce moment? Les émotions se mêlaient entre le désir de justice et le poids d'une tragédie qui ne s'effacera jamais. Et au milieu de ce scène, les journalistes réglaient leur enregistreur, prêts à capter chaque mot prononcé par Ramirez dans ces dernières secondes. Il y avait des rumeurs, des spéculations. Allait-il demander pardon? Lançait-il un message provocateur? Ou garderait-il le silence absolu, laissant l'écho du crime parlerait pour lui? Est certain que les exécutions aux États-Unis, bien que routinières dans certains États, cachent toujours une part de mystère. Et celle de John Henry Ramirez fait exception. L'attente était due au fait qu'au-delà de l'aspect juridique, au-delà de la punition, il y avait une composante humaine que personne ne pouvait ignorer. La tension entre le pardon et la punition, entre le remords et la froideur, entre la vie et la mort. Imaginez maintenant ce moment. Des lumières blanches éclairent la salle d'exécution, une civière métallique au centre, des ceintures ajustées avec une précision chirurgicale et, sur le côté, une vitre épaisse derrière, se trouvent les témoins. John Henry Ramirez est allongé, regardant le plafond, en attendant le signal qui marquera le début de sa fin. Son pasteur se penche vers lui, pose une main ferme sur son épaule et commence à prier à haute voix. Dans ce silence sépulcral, chaque mot résonne comme s'il s'agissait d'un écho éternel. Mais le plus effrayant était à venir. Les derniers mots de John Henry Ramirez. Ce moment où, la voix entrecoupée ou ferme, un condamné choisit comment il veut être, souvenir. Et ici, les surprises ne manquaient, car contre toute attente, ces paroles n'ont pas été celles que beaucoup s'attendaient à entendre. Dans ce premier parti, nous avons à peine entrouvert la porte de une histoire pleine de mystères et de troubles, émotions contradictoires. Une histoire qui mêle crime, châtiment, foi, justice et rédemption. Ce qui s'est passé cette nuit-là, Ramirez a mangé avant de mourir, ce que il a dit dans un dernier souffle, et comment ont réagi ceux qui l'ont entendu, sont des pièces d'un puzzle que nous allons démontons calmement, couche par couche, pour découvrir non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que cela signifie. Et je te dévoile une chose, ce que vous allez entendre n'est pas seulement le récit d'une exécution, c'est aussi le reflet de la condition humaine, car sur cette civière, il n'y avait pas un simple criminel, mais aussi un homme avec ses fautes, ses peurs, sa foi et ses paroles, qui ont marqué la fin d'une vie. La grande question qui reste en suspens jusqu'à présent est la suivante. Peut-on trouver la rédemption dans le dernier souffle? Les dernières heures d'un condamné à mort sont un rituel froid et méticuleux. Tout est planifié, presque comme s'il s'agissait d'une chorégraphie soigneusement répétée, conçue pour que rien ne soit laissé au hasard. Dans le cas de John Henry Ramirez, cette routine a commencé à l'aube de ce jour marqué d'une croix rouge dans le calendrier. La cellule dans laquelle il était resté pendant des années était étroite, à peine assez grande pour un lit en métal, une table et une petite fenêtre recouverte de barreaux. Ce matin, les gardes sont arrivés plus tôt que d'habitude. Ils ne dirent pas beaucoup, juste le bruit métallique des clés tournant dans la serrure qui rompit le silence. Ramirez savait ce que signifiait. Le temps était écoulé. Les gardes l'ont transféré dans ce qu'on appelle la cellule de préparation, un espace encore plus surveillé et isolé, destiné exclusivement aux les dernières 24 heures d'un prisonnier. Là, chaque mouvement était surveillé, chaque geste, chaque mot était enregistré. C'était l'espace où le condamné devait attendre l'arrivée du moment final. Imaginez cette tension psychologique, une horloge au mur, marquant chaque seconde comme un compte à rebours. L'air lourd, impossible à ignorer, et l'esprit pris au piège dans un labyrinthe de souvenirs, de remords et de peur. Certains détenus essaient de dormir pour échapper à la réalité, d'autres
accrochent à la Bible et d'autres passent leurs dernières heures dans un silence absolu, comme s'ils étaient déjà morts, de leur vivant. Ramirez, selon les rapports, calme. Même si son visage trahissait sa fatigue et son anxiété, il s'était accroché ces dernières années à la foi chrétienne. Et, ce matin-là, il a demandé à voir son pasteur. Ils passèrent des heures en prière. Les mots de réconfort flottaient dans l'air. Mais la certitude de la mort ne effaçait. Puis vint l'un des les moments les plus attendus, tant par lui que par les curieux qui suivaient les M, l'actualité, le choix de son dernier repas. Dans le couloir de la mort, ce rituel est aussi symbolique que morbide. Il représente un dernier acte de humanité accordé aux condamnés. Un geste qui semble insignifiant, mais qui est en réalité chargé d'une... Il existe toutes sortes d'histoires, des détenus qui ont demandé des banquets impossibles, d'autres qui ont refusé la nourriture et d'autres encore qui ont demandé des plats si simples qu'ils ont surpris tout le monde. John Henry Ramirez a choisi quelque chose de particulier, barbecue de bœuf, des haricots et un de soda. Ce n'était ni un festin somptueux, ni un plat extravagant. C'était un plat typique du Texas, un plat maison, un goût qui évoquait des souvenirs d'enfance, de famille, d'une époque où le crime n'avait pas encore été marqué par le crime. Pour beaucoup, cette commande était un message silencieux. Il voulait partir avec un morceau de sa terre dans la bouche, avec un souvenir chaleureux avant d'affronter la froideur de l'injection létale. Le fait qu'il ait demandé du barbecue n'est pas passé inaperçu. Certains l'ont interprété comme une signe de nostalgie, d'autres comme une tentative de rédemption, en recherchant là, simple et familier. Mais ce sur quoi tout le monde était d'accord, c'est que ce repas en disait plus long, plus de son humanité que de son crime. C'était un geste qui rappelait au monde que, même dans ses derniers instants, il restait un homme avec des souvenirs et des émotions. Le plateau fut apporté dans sa cellule sous haute surveillance. Il n'y eut pas de cérémonie, seulement le bruit métallique de la porte et le repas servi. Ramirez mangea en silence. Il n'y eut ni commentaire, pas d'exigence. Chaque bouchée semblait lourde, comme si elle portait le poids des années et de la mort qui approchait. Pendant ce temps, dehors, les familles attendaient. Les enfants de Pablo Castro, la victime, avaient suivi de près le procès. Il ne s'agissait pas seulement de justice, pour eux c'était un chapitre qui avait mis trop de temps à se refermer. Leur déclaration avant l'exécution reflétait un sentiment mitigé. Il n'y avait pas de joie à voir mourir un autre être, mais plutôt le sentiment que justice était enfin rendue. Parallèlement, les sympathisants de Ramirez, qui le considéraient comme un homme repentant et transformé par la foi, se rassemblaient pour des veillées de prière. Pour eux, la exécution n'était pas un acte de justice, mais une erreur irréversible d'un système qui punit sans offrir de seconde à chance. Ce contraste entre les voix, entre ceux qui réclamaient justice et ceux qui demandaient la clémence, alimentait la tension médiatique et tout se concentrait sur un point. Les heures s'écoulaient. À l'intérieur de la prison, la routine continuait. Peu avant d'être transféré à la chambre d'exécution, Ramirez a été douché, habillé avec des vêtements propres et menottés. Chaque étape était calculée. Chaque geste était suivi par les gardiens comme s'il s'agissait d'une horloge qui ne pouvait pas se tromper. La tension psychologique à ce moment-là atteint un niveau indescriptible. Imaginez-vous assis sur une chaise, à regarder le mur, sachant que dans quelques minutes, quelqu'un va attacher des sangles à vos bras et à vos jambes, insérera des aiguilles dans vos veines et attendra l'ordre final. Certains prisonniers s'effondrent. À ce moment-là, d'autres supplient, d'autres encore se montrent provocateurs. Ramirez, selon les témoins, est resté calme. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il est simplement resté en prière. Le transfert vers la chambre d'exécution a été lent, accompagné de gardes des deux côtés. L'écho des pas dans le couloir se mêlait au silence sépulcral de prison. À l'extérieur, les journalistes rendaient compte minute par minute comme s'il s'agissait d'un événement sportif. Chaque détail, depuis l'heure à laquelle il a quitté
sa cellule jusqu'au moment où il est entré. Dans la salle a été racontée avec une précision chirurgienne. Et là, dans ce couloir, éclairé par des lumières blanches et froides, il s'est passé quelque chose qui a attiré l'attention de tous. Ramirez leva les yeux vers l'un des gardes et murmura quelques mots à peine audibles. Personne ne sait avec ce qu'il a dit. Certains affirment qu'il s'agissait d'un remerciement. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une prière. Ce petit geste a encore alimenté le mystère. Finalement, arriva dans la salle d'exécution. Une table métallique l'attendait. Centre, entouré de médecins et de témoins. Derrière une vitre, l'atmosphère était lourde, chargée d'une électricité invisible. Chaque personne dans cette salle savait qu'elle était sur le point d'assister la fin d'une vie. Ramirez était allongé et attaché avec des sangles. Les médecins ont inséré les aiguilles dans ses bras avec une précision presque clinique. Son pasteur, autorisé à rester à ses côtés, lui, a posé une main sur son épaule et à cet instant, le murmure des prières a rempli la salle. C'était le prélude au moment le plus attendu et en même temps le plus inquiétant. Les derniers mots de John Henry Ramirez, ce qu'il dirait ou ne dirait pas, seraient prononcés, marqueraient la façon dont il serait, se souviendrait de lui pour toujours. L'horloge tournait, la tension était insupportable, et le monde entier retenait son souffle. La salle d'exécution était silencieuse, un silence si lourd qu'il semblait absorber même l'air. La civière, métallique, brillait sous les lumières blanches, et, allongé dessus, Henry Ramirez respirait profondément comme si chaque inspiration était une dernière tentative pour s'accrocher à la vie. Les témoins derrière, la vitre attendaient, les yeux fixés sur lui. Il y avait là les proches de Pablo Castro, l'homme assassiné en 2004. Ils avaient attendu près de 20 ans pour ce moment. Leurs visages étaient durs, certains chargés d'une rage contenue, d'autres par la tristesse d'une blessure qui n'a jamais fermé. Il y avait également des journalistes, des observateurs officiels et, bien sûr, son pasteur, dont la main reposait fermement sur son épaule. L'officier a donné le signal. Le moment était venu de prononcer ces derniers mots. Ramirez leva légèrement la tête, regarda vers la vitre et commença à parler. Sa voix était lente, brisée par l'émotion mais claire. Et ce qu'il dit surprit tout le monde. Je tiens à dire à la famille de Pablo Castro que je suis désolé. C'est la seule chose que je peux dire. Désolé pour ce que je vous ai fait. J'espère que trouvez la paix et que Dieu vous bénisse. Il y eut un silence encore plus profond après ces mots. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Ceux qui s'attendaient à une déclaration provocante ou un silence froid ont été déconcertés. Ramirez néga pas son crime, ne s'excusa pas. Il demanda seulement « Pardon ». Le pasteur continua à prier à haute voix, et les larmes ont commencé à couler dans les yeux de certains témoins. Non, parce qu'il pardonnait, mais parce que le poids du moment était insupportable. Être témoin, la mort de quelqu'un, même celle du assassin de son père, n'est pas une expérience qui puisse être vécue à la légère. Ramirez a alors tourné la tête, regarda son pasteur et prononça quelques derniers mots à peine audibles que les microphones n'ont pas pu. Ceux qui étaient plus proches affirment qu'il a dit « Seigneur, je suis prêt ». L'officier a donné à nouveau l'ordre. Un médecin a vérifié les connexions et a confirmé que tout était prêt. En quelques secondes, le processus a commencé. La première substance, un puissant sédatif, a parcouru ses veines. Le visage de Ramirez se détendit lentement, comme s'il s'endormait. Sa respiration est devenue plus lente, moins profonde. Le pasteur continuait à prier, la main toujours sur son épaule. Depuis la vitre, les proches de la victime observaient chaque détail. Certains pleuraient en silence, d'autres se contentaient de regarder avec un air impénétrable. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas célébration, c'était un acte froid, solennel et douloureux pour toutes les présents. La deuxième drogue pénétra dans son, paralysant ses muscles. Ramirez ne pouvait plus bouger, ni même fermer complètement les yeux. Son regard est resté fixé vers le plafond, immobile, figé, dans un instant éternel.
Finalement, la troisième substance fut administrée. Agent mortel qui allait arrêter son cœur.